à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifié Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode et la dernière interview de la saison et j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Ruiz. Il est le cofondateur et CEO de Airsas, dont il vous parlera durant l'épisode, mais il est aussi créateur du podcast CIO Revolution. Il s'intéresse à tous les sujets qui se rapportent de près ou de loin au DSI actuel en France. Et donc cela implique beaucoup de gestion de projet, d'agilité, de safe, mais aussi de revoir tous les métiers justement de ces directions informatique, c'est CIO. Alors, je vous laisse sans plus tarder écouter cet épisode avec Bertrand Ruiz. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast de la gestion de projet et tous les thèmes qui s'y rapportent. Aujourd'hui, c'est mon dernier épisode de la saison 2 de Projetez-vous. Je fais une saison 3 cet été d'épisodes où je reprends des outils et des méthodes. Donc, ce sera des épisodes solo, mais aujourd'hui, c'est mon dernier épisode avec un invité pour cette saison 3. Et j'ai l'honneur d'avoir Bertrand Ruiz, qui est cofondateur et CEO d'Airsas, une plateforme de gouvernance de programmes à direction des DSI. Il est aussi le créateur du podcast CIO Revolution. Et moi, j'ai connu Bertrand au travers de son dernier article Challenge en avril. Point de vue, le métier de PMO est au début d'une révolution. Bertrand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Bon, écoute, moi, ça me fait plaisir d'être là. Pour une fois, je passe de l'autre côté du micro. Donc, ça va. Ready pour toutes tes questions. Avec grand plaisir. Ah bah, très bien. Alors, on est parti sur les chapeaux de roue. Donc, pour commencer, comme nos auditeurs peuvent ne pas te connaître, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours et ce qui te motive et ce qui t'a amené aujourd'hui où tu es? Du coup, moi, c'est Bertrand. J'ai 34 ans. Je suis plutôt issu d'une école d'ingé, mais j'étais entrepreneur. Voilà, j'ai jamais travaillé vraiment dans une boîte à part à créer mes propres projets. Ça m'a amené à connaître le monde des startups, vraiment de tech, mais aussi celui des ETI, des PME. Puisque dans une de mes activités, on a assez réussi avec mon associé Simon Vacher, avec qui on a créé Airsas, un de mes deux autres cofondateurs d'Airsas. On a pas mal bossé avec les ETI des PME sur comprendre leurs problématiques métiers. En fait, on travaillait à comprendre leurs problématiques, mais aussi après à trouver des solutions SaaS, start-up, pour régler les problématiques métiers. Et donc, du coup, on s'est assez heurté rapidement à la problématique de passer d'une innovation ciblée à un déploiement, aligner toutes les parties prenantes, etc. Et c'est un peu de là où est venue la création d'Airsas. Et ce qui nous a motivés, c'était que bah, en fait, toutes ces boîtes, grosses PME, ETI ou même grands comptes, avaient de plus en plus de possibilités qu'offrait la technologie, puisque la technologie en avait de plus en plus et surtout son coût devient de plus en plus faible. Donc, on peut tester des chat GPT, on peut tester du big data, Mm. on peut tester plein de choses. Mais d'un autre côté, c'était de plus en plus difficile puisqu'il y avait tellement d'opportunités que prioriser, découper, tester dans un bon cadre, etc., c'est compliqué. Et en fait, on s'apercevait que des entreprises partaient dans tous les sens et avaient beaucoup de gaspillage, hein. Et c'est ça qu'on a voulu traiter en créant Airsas. Voilà.
Bah, merci, ça répond beaucoup aussi à ce que moi j'ai observé justement dans les ETI et PME, où souvent, si on fait le parallèle avec la gestion de projet, mais je pense que c'est pour tout domaine, c'est quand il y a tellement d'outils, tellement de références, comme on dit, on peut utiliser ChatGPT, mais on peut utiliser d'autres outils qu'on ne sait pas lequel va vraiment être important pour notre business à nous, pour notre entreprise, et lequel choisir. Et donc, c'est bien bah, que vous ayez vu cette problématique et que vous ayez pu l'accompagner. Donc, ARSA, c'est une plateforme pour la gouvernance de programme. Elle est spécialement conçue pour les DSI. Peux-tu expliquer ce qui rend cette solution unique et comment elle aide concrètement les DSI dans leur gestion quotidienne? Ouais, alors, c'est pas qu'elle est conçue pour les DSI, c'est que enfin, nous, le pain point, c'est quoi? C'est une entreprise aujourd'hui, elle a 5 fois plus de projets qu'il y a 2 ans, Mhm. potentiel, et demain, elle en aura 10 fois plus, etc. Parce que vu qu'on a de plus en plus de technologies qui deviennent accessibles, et en plus de ça, qu'on a de plus en plus de gens qui, dans l'entreprise, qui connaissent des outils, des logiciels, de ce que tu veux, en fait, le nombre d'idées potentielles et implémentables devient de plus en plus grand. Donc ça, c'est un premier point. Donc en fait, on a une problématique du nombre de projets potentiels dans l'organisation, qui aujourd'hui est la personne qui est le plus impactée par cette problématique-là, c'est le DSI, puisque dans 80% des projets, il est impliqué parce qu'il y a toujours une petite brique d'IT, une petite ou une grosse. Donc, nous, notre pari, c'est quoi? C'est de dire, le DSI, c'est la dernière personne à être arrivée au COMEX d'une Mhm. boîte, hein. Il a le DAF, il a son SI Finance, le RH, elle a le SI RH, ou il ou elle a le SI RH, le commercial ou la commerciale a son CRM, et lui, le pauvre, il avait son ticketing, quoi. Et avec un ticketing, eh ben, en Mhm. fait, on ne valorise pas son travail et on n'aide pas les autres aussi à mieux comprendre une réalité d'entreprise. Nous, notre pari, c'est que l'entreprise elle va avoir plusieurs outils de gestion de projet, parce que le marketing préfère Monday, l'IT va préférer Jira, etc., etc. Mais par contre, il faut qu'il y ait une vision globale partagée dans le top management pour pouvoir prioriser, décider, etc. Et nous, en fait, c'est ce qu'on crée. Donc, c'est direction de programme, direction de projet. Mais surtout, c'est l'unique vue, l'unique point de, de dialogue entre top management, donc codir dans une PME, mais top management quand tu as 20, 30, 45 ans sur les boîtes de plus de 1000 personnes, pour donner cette vue roadmap, cette vue priorisation, cette vue arbitrage, et faciliter en fait entre le top management un dialogue, mais aussi entre le chef de projet et son sponsor, à place de faire et de multiplier 1000 copies, 1000 coproges et des milliards de réunions, avoir cet accès-là à l'information, chose que le top management n'a pas dans les outils de gestion de tâches parce que il y a 1000 tâches, on s'y perd, il n'y a pas de synthèse d'informations, tout le monde fait à sa façon et donc du coup, c'est un peu compliqué. Bah, c'est très bien, en tout cas, comme outil, parce que moi, je vois, c'est la gestion de programme et de portefeuille qui n'est pas encore maîtrisée aujourd'hui. Et comme tu disais, bah, comme on est dans un monde qui évolue très vite, où on ne peut pas se permettre de ne de pas prioriser nos projets, de pas savoir lesquels vont le mieux impacter notre stratégie et comment justement tout centraliser, bah, les connaissances, mais aussi tous les projets de la boîte pour pouvoir choisir ceux qui seront à prioriser, les plus urgents ou ceux sur lesquels on devrait allouer le projet. Et toi, là, est-ce que tu aurais des petites statistiques ou dire que bah, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui se rendent compte de cette problématique et c'est pour ça qu'elles viennent te chercher, ou est-ce que c'est toi qui vas les chercher en leur disant, mais là, votre DSI ne fonctionne pas à cause justement de cette gestion de programme, à cause parce que vous n'avez pas de centralisation, de priorisation. Alors, quand tu dis votre DSI ne fonctionne pas, en fait, c'est pas la DSI qui ne fonctionne pas, c'est l'organisation qui ne Oui, fonctionne pas. oui, exactement. Ouais, mais c'est différent, c'est pas la faute du DSI, si tu veux, c'est juste qu'il a pas, soit il n'a pas fait, soit il n'a pas pris le pouvoir pour le faire, hein, soit on ne lui a pas donné Oui. les clés. C'est une relation dans tous les sens. C'est-à-dire, si le directeur général ou la directrice générale n'a pas conscience de cette problématique-là, en général, le DSI il a du mal à s'imposer comme un directeur de l'organisation versus un directeur de la technique. Donc, je pense que c'est une maturité au niveau du comité de direction, aussi une maturité au niveau du DSI. À date, aujourd'hui, la majorité des DSI ne sont pas encore alignés que cette problématique-là. Dans tous les cas, majoritairement, les DSI ne sont pas d'accord sur le fait que cette problématique, la problématique numéro une, qu'ils doivent adresser dans une boîte. Parce que quand ils arrivent, souvent, le run est complètement pété en interne, donc ils sont déjà en train de solutionner des choses
là-dessus. Les boîtes sont dans la difficulté en termes de cybersécurité, donc déjà, ça engouffre énormément de budget. Donc, du coup, ils ne sont pas dans une posture de j'ai le temps et ma principale priorité, c'est d'améliorer l'organisation. Mais ce qu'on voit, c'est que si on regarde les articles un peu de ce qui sort sur CIO Online, etc., depuis 2005, tout le monde veut être business partner, le DSI, business partner, etc. Dans les faits, quand on demande au métier, ce n'est pas le cas en fait. Donc oui, le DSI est sorti de sa grotte il y a 15 ans pour pouvoir aller parler au métier, c'est vrai. Par contre, il s'est fait rattraper par la patrouille où le nombre d'opportunités, etc., a fait qu'il il a pas réussi par ses méthodologies, sa posture, à canaliser les énergies et à faire en sorte que chacun prenne sa part dans l'exercice. Puisqu'aujourd'hui, un métier qui ne veut pas passer de temps ou qui n'a pas compris qu'il n'a pas compris qu'il devait mettre du temps de ses équipes dans la meilleure compréhension de ses besoins, dans le change à l'IT là-dessus, Mm. etc., à la DSI, elle ne peut pas faire grand-chose. Donc, je dirais que plutôt, nous, grâce au podcast et à ce qu'on communique, on a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans le fait que oui, ça doit être porté et ça doit être accéléré. Après, on n'a pas que des DSI qui viennent nous voir, on a aussi beaucoup de DG qui se rendent compte que leur plan stratégique à 3 ans, donc la Oui. volonté d'arriver à une certaine distance, à un certain nombre d'objectifs, ne peut se passer que par une capacité à faire des bons projets, à moins gaspiller, et donc du coup à être beaucoup plus fin dans l'itération en continu autour de ces projets-là. Et donc du coup, en général, quand c'est le DG, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un alignement au plus haut niveau de l'organisation Oui. sur le fait qu'il y a l'effort priorisé en continu au niveau des projets. La communauté des néo-leaders avec mon partenaire Fawzi Malar de Starter Unip est lancée. Fawzi Malar était mon invité dans Projetez-vous, c'était mon deuxième invité et ça a tout de suite cliqué entre nous. Nous avons abordé les sujets du leadership et de la gestion de projet et pour nous, les deux vont de pair. C'est pour cela que nous avons créé la communauté des néo-leaders, c'est-à-dire les leaders d'aujourd'hui et demain. Nous souhaitons à travers cette communauté vous donner tous les outils pour être des leaders inspirants, motivants, exceptionnels pour aujourd'hui, mais aussi pour demain avec tous les outils, l'intelligence artificielle qui arrive. Aujourd'hui, nous vous proposons un e-book pour vous aider à naviguer et à devenir un leader performant. Nous vous y mettons toutes les habitudes qu'il faut implémenter dans votre leadership pour être performant et éviter le burn-out. Si vous souhaitez télécharger ce e-book, je vous le mets en lien de l'épisode. Répondez à un petit sondage et vous aurez automatiquement l'e-book dans votre boîte aux lettres. Continuez à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux et venez nous en parler en direct ou en MP. Ben, merci pour cette réponse. Et puis, je vais un peu faire le parallèle avec mon expérience. Moi, tu sais, j'essaye de voir si les pratiques de la gestion de projet sont bien suivies dans les entreprises, si déjà elles sont acceptées ou si elles sont vraiment voulues ou réfléchies. Et puis, quand j'ai essayé justement d'aller voir au contact de ces DSI, de ces DG et même des directeurs d'autres départements, souvent c'était les DSI qui me répondaient d'ailleurs. Et ils ont vraiment cette belle vision de la gestion de projet. J'ai eu en face de moi des DSI qui sont assez experts en gestion de projet, qui essayent d'adapter leur méthodologie. Mais ce qu'ils me remontaient comme problème, c'est que on n'arrive pas à s'adresser, les DG ou les directeurs des autres départements, les directeurs métiers par exemple, ils veulent pas appliquer justement ces process de gestion de projet. Et donc, on pourrait être plus efficace, plus rentable, plus dans le planning. Donc, j'ai l'impression qu'on a cette même conclusion-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait Projetez-vous aussi. C'est pour un petit peu dire qu'on est obligé aujourd'hui, au vu des nombres de projets, de connaître un minimum les bases de la gestion de projet. Et donc, bah, tu me confirmes. Donc, les DSI sont tout à fait au courant bah, qu'il faut des méthodologies de gestion de projet. Il faut un SAS, pardon, pour pouvoir centraliser les projets et l'aide à la décision, mais que si le DG n'est pas embarqué, si le COMEX ou le CODIR ne sont pas embarqués, ben ce sont des freins. Et toi, je pense que dans le podcast, tu dois leur donner quelques outils justement pour argumenter et pour convaincre justement les comités directionnels. Ouais, alors dans le podcast, on est vraiment pas dans une logique de conseil ou autre. On est vraiment dans l'écoute plutôt de comprendre l'expérience d'une personne et ce qu'elle vit au quotidien. Et nous, on en tire des enseignements. Et puis petit à petit,
bribes enfin, d'enseignement par-ci par-là, on arrive à se créer des convictions et des bonnes pratiques, hein. Je dirais que nous, quand on rencontre des DSI, euh, il y a une question fondamentale qui est plutôt, est-ce que, on est d'accord qu'il y a un changement de paradigme de ton métier? Aujourd'hui, à 90%, je dirais qu'on n'est pas d'accord. Donc, le DSI n'est pas d'accord. Disons qu'il y a deux extrémités. Il y a le DSI qui est le DSI qui fonctionne comme il a toujours fonctionné avec les projets, cycle en V, ce que tu veux, Mm. etc. AMO, ME. Bon, ça, c'est un premier point. On n'arrive pas à parler avec eux parce que découper un projet qui a 12 mois à un projet de 3 mois, il n'en veut pas en entendre parler. Le Mhm. fait que tout doit être cadré par le métier avant, voilà, c'est son truc. Et on n'arrive pas non plus à parler avec les projets avec les DSI qui sont full dans l'agilité, parce que l'agilité, c'est la réponse à tout, safe, etc. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que déjà, ces deux typologies de personnes n'arrivent pas à trop en parler. Et après, le milieu non plus, dans le sens où eux, en fait, ils savent pas trop, ils savent même pas dans quelle typologie de méthodologie ils se placent, en fait. Autant les deux, ils savent dans quoi ils sont, autant au milieu, ils ne savent pas. Pourquoi je dis que 90% des gens ne sont pas d'accord avec le paradigme? C'est qu'en fait, il y en a plusieurs. On parlait du nombre de projets qui augmente, le fait que tu arrives au COMEX et le fait que du coup, en fait, en tant que directeur de l'IT, tu es plutôt le directeur de l'organisation que le directeur de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que DSI, tu vas avoir dans tes équipes peut-être un CTO, un RSSI, que ce soit un Presta, etc., par rapport à la taille de ta boîte, mais dans tous les cas, tu ne peux pas incarner l'ensemble des fonctions tech de l'organisation parce que toi, ton, ton principal moteur, c'est faire en sorte que les initiatives transverses puissent fonctionner et que l'entreprise fasse les bonnes initiatives transverses pour Mm. éviter le gaspillage de ressources. Parce qu'en fait, ton nombre de ressources sera toujours, mais largement inférieur au nombre de projets ou d'initiatives qui pourraient être faites. Donc en fait, à partir du moment où on n'est pas déjà d'accord sur cette problématique-là, qu'il y aura toujours plus, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, les métiers, ils me posent pas trop de questions, ou on n'a pas trop de trucs aussi. Et en fait, quand tu creuses, si, fois, mais c'est juste qu'ils n'ont pas libéré un peu la parole, ou qu'ils vont pas les voir, ou Mm. alors il y a beaucoup de projets, mais ils ne les regardent même pas parce qu'ils c'est hors budget. Mais factuellement, en parlant, il y a 100 fois plus de capacité d'initiative que de capacité à faire. Et donc, ça, c'est un premier paradigme. Et donc, du coup, si tu t'es pas d'accord sur celui-là, tu peux pas être d'accord sur le second, que ton job à toi de DSI, c'est de créer les conditions pour challenger en continu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire et comment on le fait. Et en fait, ça, c'est très compliqué dans les organisations qui n'ont pas mis sous contrôle leur run, qui ont fait des fusions-acquisitions à l'arrache et que donc, du coup, il y a des dettes et des legacy de dingue ou que le legacy n'a pas été traité dans les 7 dernières années. Donc, quand tu arrives là-dedans, ben, forcément, en fait, et que, en fait, du coup, tu te bats, toi, en interne, déjà avec ta direction générale pour dire non, mais là, en fait, c'est pas juste 2 fois plus de budget qu'il nous faut, c'est 5, 6 fois plus parce que juste par rapport au legacy et au support, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, et le DSI a du mal à convaincre aussi là-dessus. C'est-à-dire que même s'il est convaincu là-dessus, des fois, ça va prendre 2 ans de convaincre un comité COMEX de faire x5, x6 sur son enveloppe. Donc, c'est pas évident pour eux non plus. Mais voilà, après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tant que tu ne montres pas une réalité à ta comité de direction qui comprend en continu, c'est compliqué de le faire changer aussi. Donc, on ne peut pas attendre d'être mature à 100% pour pouvoir arriver à utiliser ce genre d'outils, mais même de démarche. Et voilà un peu le truc. Donc, il y a un paradigme, hein, et, il y a des paradigmes qui sont en train de changer. Est-ce qu'aujourd'hui, les DSI, les directeurs de la transfo et ou les DG sont d'accord sur ce paradigme-là? Ça reste Mm. encore, je pense, une minorité. Ben, merci pour cette réponse assez complète et ben, je te rejoins là-dessus. Et comme tout métier qui arrive et puis avec tous les challenges qu'on a actuellement comme l'intelligence artificielle, l'impact environnemental, je pense que le paradigme, il faut que tous on se pose comment mon métier change et comment je fais pour que ça fonctionne et tout ça. Donc c'est vraiment une réflexion profonde que j'invite justement les auditeurs à avoir et peut-être à écouter justement les expériences des DSI dans ton podcast pour justement en voir l'ampleur. Par rapport à AirSAS, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple concret de problème résolu par AirSAS? Voilà. Bah, nous, nos clients, c'est quoi les problèmes qu'ils vont avoir on va dire, enfin, les problèmes principaux qu'ils vont avoir, c'est assez simple. Il y a, qu'avant qu'on arrive, il y a beaucoup plus de projets de capacité à faire, on en vient d'en parler.
Mm, Ils ont du mal à impliquer les sponsors en continu, que ce soit en cadrage, en mm, exécution ou autre, hein. Et il y a des projets qui prennent le mur, il y a des projets qui prennent le mur parce que les arbitrages, etc., sont trop longs. Ça, c'est vraiment vraiment les ouais. principaux. Et on va dire, il y en a un transverse, c'est les gens commencent de plus en plus à en avoir marre du nombre de meetings qui ne servent à rien, notamment post-Covid, où la réunion de Teams est devenue l'alpha et l'oméga d'une entreprise. On a plus l'impression de passer 6 heures de travail en Teams et le soir 2 heures chez soi à essayer de faire le travail. Donc ça, globalement, c'est les problèmes qu'on va adresser. Pourquoi? Parce que premièrement, en fait, on crée un cadre, un vocabulaire commun à l'ensemble de l'entreprise sur ce que c'est un projet, ce que c'est un jalon, comment on le découpe, etc. Et dans une forme qui est visible. Donc, exit le Excel du portefeuille projet illisible Mm, ou le oui. rentrer dans Jira ou le rentrer dans Asana, où en fait, le référentiel souvent dans ces boîtes-là, c'est les équipes qui font les projets qu'ils ont, mais ils ne pensent pas en termes de transverse d'organisation. Donc, en fait, même dans un Jira, moi, je peux voir trois équipes différentes utiliser les objets de manière différente, etc. Enfin, personne ne peut voir rentrer là-dedans. Mm, Donc, nous, on crée ça. Le second, c'est que en fait, on va faciliter avoir un reporting flash en un clic qui est vraiment un niveau design parfait où il n'y a pas de ressaisie. Enfin, voilà, il n'y a pas de ressaisie, il y a pas de design autre. Et donc, du coup, un DG va le consulter en continu, un top management va le consulter en continu parce qu'il est clean et il permet en fait de donner une réalité en continu au sponsor. Ensuite, sur RSAS, vous allez avoir vraiment toute la vision globale des décisions et des risques cross-projet, cross-équipe ou autre. Et nous, on a des top management qui ne regardent que ça sur RSAS et qui vont répondre directement aux décisions, etc. Donc, en fait, on est vraiment dédié au top management. Donc, le top management, c'est sa source de vérité dans l'état des lieux des projets et dans ce qui arrive. Donc, du coup, et il la comprend. Donc, ça devient un réflexe pour lui. Donc, il devient le top management est collaboratif autour de ces projets-là. Et donc, du coup, on va accélérer la prise de décision, le risque, etc. Et du coup, on va limiter le nombre de réunions qui ne servent à rien. Quand on se voit, on est vraiment sur des points qui ne pouvaient pas être traités de manière asynchrone, mais où tout le monde, en fait, on fait plus de réunions déjà pour avoir l'information. On a mm. l'information, on la comprend parce qu'elle est packagée, elle est synthétisée. On a pu même aussi traiter des risques et des décisions dans RSAS en continu parce que le top management, il a vraiment ses espaces dédiés. Et donc, quand on se voit, c'est vraiment pour traiter les enjeux qu'on n'a pas pu traiter de manière asynchrone. Ben merci déjà, tu te débarrasses de cette maladie que moi j'appelais en tant que PMO la réunionnite, c'est-à-dire Non. un tas de réunions, passer du temps en réunion et puis des fois on perd même l'agenda de la réunion et on sait même plus quel sujet on doit traiter. Donc on doit refaire une réunion pour finir ce qu'on n'avait pas fait pendant la première réunion. Ensuite, tu parles du sponsor. J'ai un épisode justement sur le sponsor de projet qui est très important. Donc, c'est lui qui alloue le budget, c'est lui qui suit le projet. Il doit vraiment être beaucoup, genre en duo avec un chef de projet ou un chef de programme. Et finalement, moi, quand je vois ta solution, je trouve que c'est le rêve justement d'un PMO. Et quelle est la place du PMO par rapport à cette solution? Est-ce que c'est lui qui va être garant du bon fonctionnement de RSAS, ou bien est-ce qu'il n'y a plus de place de PMO, ou bien est-ce que c'est lui qui le présente, puisque tout est automatisé, voilà. Alors, tu as parlé de deux choses. Tu as dit, donc, il y a la question du rôle du sponsor. Le sponsor dans le projet, le PMO, il n'est pas un substitut au chef de projet. Donc, en fait, le projet, il se passe entre un chef de projet ou un PO Mm. et le sponsor. Donc, en Ouais. fait, un chef de projet ou un PO, il kiffe faire ça, c'est parce que autant il travaille dans un Jira, dans un Asana, dans un Tabs by Planner sur la gestion des tâches avec l'ensemble du prestataire ou des équipes sur là-dessus. Autant, en fait, quand il veut parler à son sponsor, aujourd'hui, il n'avait pas de moyen autre que la réunion du copilote de ce que tu veux. Donc, en fait, c'est déjà une capacité de mieux travailler avec son sponsor en tant que chef de projet ou PO. Et donc, à la base, ça, déjà, ça aide énormément quelqu'un qui a une responsabilité sur un projet, sur sa relation avec le sponsor. Sur la question du PMO, ben, en fait, c'est exactement un peu l'article qu'on a écrit dans le challenge, c'est-à-dire que la majorité des PMO en France, alors du coup, j'ai eu plein de retours sur cet article, c'était super intéressant. J'ai eu pas mal de conversations intéressantes. Il semblerait que dans le monde anglo-saxon, ce soit assez différent. Oui. En France, ça reste et même dans les cabinets de consulting, des gens qui sont payés assez cher à faire un mode gratte-papier, quoi. C'est-à-dire à consolider l'information, etc. Et quand tu parles des PMO qui sont vraiment passionnés par leur métier, tu te aperçois qu'ils sont plutôt, eux, en mode coaching, en mode amélioration continue, de l'aide au PMO et du chef de projet dans sa relation au risque, aux décisions, aux sponsors, et au niveau des sponsors, dans sa mode un peu ben, pour comment découper, comment prioriser. Et en fait, ils sont bouffés, les bons PMO, par un peu l'administratif de leur métier. Et nous, en fait, on l'enlève, cette partie administrative. Donc, en fait, un PMO qui est vraiment orienté transfo, coaching, il kiffe faire ça.
un PMO qui en fait veut garder le pouvoir par sa capacité à être le seul à synthétiser une information, il déteste Ersas. Donc la question, moi, quand je rencontre des PMO, c'est très rapidement de savoir à qui je m'adresse. Mais aujourd'hui encore, la majorité des PMO ont quand même ce rôle-là plutôt de synthèse gratte-papier. Et quand on a des PMO qui sont vraiment dans ce côté, non, mais moi je veux faire grandir l'organisation, je veux faire grandir les chefs de projet, PO, qui ont une certaine maturité là-dessus, Hmm. le truc, c'est un régal de travailler avec eux parce que bah, du coup, ils sont vraiment souvent des bras droits assez importants dans l'organisation. Et là, c'est top. Pareil, un PMO, quand il voit Ersas, s'il veut rajouter les 150 colonnes qu'il avait rajoutées dans son Excel dans Ersas, en général, c'est mauvais signe parce que c'est-à-dire que lui, il est dans une surcomplexification, alors que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est arriver à créer le bon standard pour simplifier une réalité, pour que, même si elle n'est pas simpliste, mais pour la simplifier, pour que les gens puissent parler d'un point commun. Voilà, donc voilà un peu comment le PMO peut percevoir Ersas en fonction aussi de sa volonté, de sa façon d'être, quoi. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Très bien, sachant que moi j'ai vécu les deux rôles, c'est-à-dire le PMO coach qui aide, et j'ai vraiment kiffé ça, être là en bras droit, souvent c'est le directeur de production ou le DSI, et puis à côté, le problème c'est pas plutôt comment le PMO aborde son travail, c'est plutôt comment a été définie la fiche de poste et la mission du PMO. Et souvent, moi, je remarque chez les clients, chez les entreprises, ils ne savent pas quel est le rôle d'un PMO à part, il va nous faire des beaux Excel, PowerPoint. Donc, toi, tu l'appelais le super, je sais plus comment, je l'appelle la super secrétaire, hein, puisque mon côté féminin fait que j'ai eu l'impression d'être la super secrétaire et on prenait pas mon avis, mon recul sur les projets pour pouvoir améliorer les projets. Donc, c'est vrai, bon, je pense que ça peut aider la France. Et au niveau international, le PMO, oui, il a vraiment une autre définition. Et en France, on prend que les parts qui nous intéressent aujourd'hui. Mais je pense qu'avec des logiciels comme celui-là, des logiciels comme celui-là, on sera obligé d'évoluer, sachant que, comme on parle de statistiques, sans un bon RSAS, sans une bonne gestion de portefeuille, on ne peut pas dépasser les 70% de réussite de nos projets. Donc, Heu, on sera obligé de faire évoluer donc notre système et puis, le rôle du PMO, comme tu le disais dans ton article. Donc on a parlé, ce qui est bien, c'est que là j'avais prévu, 3 sections différentes. Une section, c'est on parle de RSAS, une section on parle de CIO Revolution et une section on parle du podcast, mais je trouve que tu es très aligné justement, et que tout se corrèle pour toi, pour les 3 points de cette vie, que j'ai présentés aujourd'hui. Je sais pas si tu as d'autres,
d'autres casquettes ou d'autres cordes à ton arc, mais je voulais justement te dire cela à ce moment de l'interview. Non, je sais pas, je sais pas si j'ai d'autres cordes, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on fait. On essaie de le faire avec humilité et authenticité. Et voilà, donc nous, notre objectif, c'est qu'on arrive à faire émerger là aujourd'hui le DSI comme le leader du target operating model de l'organisation, le leader de l'orga. Il a changé les pratiques en prenant. Voilà, on pense que les organisations seront hybrides. Il y aura des entreprises qui fonctionneront en mode produit parce qu'ils auront des développeurs en interne et en externe, mais à 100% dédiés à des produits. Mais il y aura aussi du projet. Donc, toutes les organisations seront projet, sauf celles qui auront fait le plus gros switch en safe ou ce que tu veux. Mais ça sera une petite minorité. Par contre, il y a des super bonnes pratiques. Je sais pas, je pense que j'ai interviewé plus de 500 DSI dans les 18 derniers mois en tout. Donc, je commence à avoir quand même une vision assez précise. Et ce qui est bien, c'est que c'est de tout secteur, de toute taille ou autre. Et il y a beaucoup de limites mentales qui se mettent par rapport au fait qu'ils pensent connaître leur réseau et qu'en fait, voilà, on est par cercle concentrique. Et en fait, Mm, aujourd'hui, je peux t'en donner plein, mais par exemple, tu disais. Oui, voilà, moi, ça dépend. Là, sur le côté PMO, voilà, on m'a mis dans cette fiche de poste, je n'avais pas réussi à en sortir. Moi, j'ai vu plein de DSI aujourd'hui sortir de leur fiche de poste parce qu'en fait, tu prends mm, le pouvoir sur la boîte quand tu sais que tu as un marché qui est super tendu en tant qu'IT et que le ouais, PME, le TI, a galère à trouver une personne. Tu peux faire vraiment dire les choses, mais c'est sûr que si tu arrives et que tu promets monts et merveilles, au bout d'un an et un an et demi, tu n'as rien fait, c'est compliqué. Donc, il faut déjà dès le début, dans ta posture dans le recrutement, dire directement que toi, tu n'es pas le leader de la tech, tu es le leader de l'orga pour pouvoir faire en sorte que la tech rentre dans l'organisation. Donc ça, c'est des choses très cons, mais voilà. Tous les DSI qui peuvent me dire, ah ouais, mais moi, je ne peux pas découper les projets en période de 3 mois, etc. En fait, mm, si tu découpes comme tu veux, mais à un moment donné, l'organisation, si tu ne donnes pas un rythme tous les 3 mois de qu'est-ce que tu as fait comme résultat, comment tu priorises, ben, en fait, tu vas avoir des gros bousins dans l'organisation qui ne vont pas avancer et les gens vont avoir du mal à comprendre tes réalisations. Donc, faire un point tous les 3 mois, de voir tout ce qui a été fait, le rendre visible, clair, c'est une chose. Combien de DSI je vois où ils n'ont pas travaillé la qualité des rituels de management avec leur chef de projet, mais aussi entre pairs, en top management. mm, Donc, il y a des grandes. Si le DSI il s'appliquait la même rigueur que ce qu'il fait sur la sécurité en termes de ouais, challenge, de bonnes pratiques sur sa capacité à level up son organisation, bah, les entreprises iraient beaucoup mieux. Même si c'est pas simple, même si le contexte fait que plein de fois c'est compliqué. Après, le PMO, il s'est enfermé dans cette position de gratte-papier, ça lui allait bien aussi, hein, c'est bien payé, bah oui. tu as une forme de pouvoir, etc. Je pense que c'est pas bon pour la profession. Tous les Mm, PMO sont pas comme ça non plus, mais quand tu vois quand même la différence avec le monde anglo-saxon, je pense qu'on a pris une direction qui n'était pas forcément la bonne là-dessus. Donc voilà, donc il y a des typologies de postes qui apparaissent, BRM ou je sais pas quoi, des trucs un peu comme ça, pour essayer en fait de toujours créer une nouvelle fiche de poste non connotée avec un mm, rôle précis. À voir, je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment plutôt si on enlève les titres, il y a des fonctions qu'il faut qu'elles ouais. apparaissent dans l'organisation et après avoir le titre qu'on y met. Moi, quand j'explique des fois le rôle de PMO, on parle, les anciennes générations, mais j'ai oublié le nom, ils parlaient d'un autre titre aussi, c'était pareil. Oui, bah, genre coordinatrice, je sais pas quoi. Ils disaient, ah oui, ça ressemble beaucoup à ce que je fais actuellement, mais je pense qu'il faut, la conclusion de ce que tu viens de dire, c'est on doit évoluer. Le DSI, comme tu dis, il évolue, le chef de projet, le PMO pour pouvoir s'adapter à notre temps et pour ne pas être, comme on dit, j'ai pas le mot, mais pour rester pertinent dans le marché actuel et que son entreprise continue à croître et ne fasse pas faillite ou ne perde pas des projets ou ne disparaisse pas du paysage, du paysage. Si on parle justement du podcast CIO Revolution, donc tu as invité beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment est née cette aventure et aussi quels sont les thèmes et les invités et comment tu les choisis? Ni l'aventure, c'est quand on a compris que le DSI était en fait, le DSI, tout le monde essaye de le virer depuis 15 ans en recrutant en 2015, c'était le CDO, après le directeur ou la directrice de la transfo, etc.
parce qu'on se rend compte que le poste en lui-même est challengé énormément dans sa posture, dans sa capacité à faire. Nous, on pense que, mais en même temps, il est toujours là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on Mm. n'arrive pas à le virer et à le Mhm. remplacer aussi simplement. Donc, c'est-à-dire que la tech, le legacy de la tech est tellement important dans l'organisation qu'on ne peut pas faire abstraction. Donc, nous, on pense qu'il doit évoluer, donc avoir des gens tech dans son équipe, mais lui, il doit être orienté orga. Et donc, du coup, quand on a compris ça, on a dit, bah, en fait, autant en fait, faire notre découverte client persona en la rendant publique et en étant le plus transparent possible. C'est comme ça qu'on l'a lancé. Donc, du coup, on a regardé d'abord les DSI qui parlaient business partner, transfo. On a essayé de faire dans plusieurs typologies de boîtes, dans tous les secteurs, pour vraiment avoir une vision large et on continue comme ça. Et au tout début, on en fait un par semaine. Après, on en a fait un tous les 15 jours. Après, on a fait 3 saisons. Là, je pense que cette année, on va pas refaire d'autres podcasts, mais l'année prochaine, on fera une très grosse saison sur une thématique Mm. qu'on est en train de faire et pour essayer d'aller vraiment au bout de la démarche, de comprendre un peu le truc. Et puis après, les gens, ils sont sympas. Ouais. Ils sont OK pour intervenir. Et voilà quoi. Ça, ouais, c'est très intéressant. Moi, ce que la dernière point, surtout les gens sont sympas après intervenir, sachant que ce sont des gens qui sont en poste, Ouais. qui sont dans leur rôle et qui des fois n'ont pas le temps. Moi, moi, j'ai un autre profil d'invités qui sont plutôt des gens qui sont dans la formation, dans le coaching, donc eux aussi ils sont assez bienveillants. Donc, c'est vraiment bien de toujours réaliser justement la bienveillance des gens. Toi-même, quand tu as accepté justement de participer à ce podcast, donc. Ouais, bon, c'est cool, hein, moi. Je pense que c'est cool de partager aussi et Mm. d'être dans l'échange, quoi. Et donc, tu me dis que tu as fait 3 saisons, que tu vas en avoir une quatrième. Est-ce que Ou plus, on en a fait, je ne sais plus combien de saisons on a fait. Dans tous les cas, on est à plus de 70 épisodes, donc je pense que c'est plus de 3 saisons. Ouais. est-ce que tu vois surtout sur tes derniers épisodes des tendances dans le domaine des DSI ou des choses qui reviennent souvent voilà, quand tu interviews justement ces DSI? Non, des choses qu'on a déjà parlé, hein. Ils sont Mm. omnibulés par la cyber, Ah, c'est sûr. Et voilà, pour l'intelligence l'instant, artificielle, ils en parlent ou pas? Il y a les modes, on les prend quand elles sont les plus pertinentes par rapport à des use cases Mm, définis. Donc, tu as des gros enjeux d'ITSM, de Customer Support, tu mm, avais une bonne base à l'écrit. Oui, l'IA, à date, il y a des use cases super bons qui peuvent te mhm, faire vraiment aider sur l'amélioration de ton support. Le reste, ça restera de la R&D, des échanges sur plein de choses, etc. ouais, Je pense que les DSI sont aussi assez matures sur le fait de ne pas sauter dans toutes les nouvelles technos. Ça a toujours été comme ça, le nouveau framework, le nouveau truc, etc. Ça s'analyse, ça se regarde. La difficulté, c'est aussi si tu n'as pas si t'as pas réussi à embarquer les gens dans un target operating model, d'avoir 250 nouveaux projets liés à l'IA sans avoir eu un mm, processus d'échange qualifié, de challenge des idées, d'explication de la techno, où les métiers eux-mêmes peuvent faire directement ce propre filtre. Et donc, du coup, bah, ça leur retombe encore sur la tête parce que ils vont créer de la frustration parce que les gens ne comprendront pas pourquoi les mm, SI sont longs, ils veulent pas. On leur a dit revenez en 2025, là on est blindé. Et ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne mal, ou ça fonctionne un certain temps. Je crois la moyenne de vie d'un DSI dans une boîte en France, c'est 3 ans. Un an pour se découvrir, un an pour être déçu, un an pour se faire virer, pour faire changer ce genre de choses. Et en plus, dans un moment où c'est super compliqué de recruter des DSI, donc il y a vraiment un challenge là-dessus. Mais voilà, je pense que le DG aussi doit se faire challenger sur sa capacité à comprendre l'investissement nécessaire s'il veut que sa boîte prenne soit tech, en fait, soit à un bon niveau de tech en interne et soit une passoire en sécurité, cybersécurité, soit incapable de se moderniser en continu et donc du coup à rester pas papier-crayon, mais bon, un peu ça quand mm. même. Donc, merci pour cette réponse. Moi, je pense quand tu me parles de cybersécurité, justement, l'intelligence artificielle, elle pose ces problématiques-là. Mais aussi, je voulais aussi te poser sur une tendance qui a beaucoup existé en 2020, 2021, 2022, le cloud, passage sur le cloud, on arrête les serveurs physiques et tout ça. Est-ce que c'est aussi une problématique majeure ou est-ce que tous les DSI sont passés dessus? C'était des gros projets à l'époque.
ouais, enfin, c'était pas 2020, ça a commencé longtemps, beaucoup plus Mm. tôt, mais oui, ils l'ont tous fait ou encore en train de faire. Ça dépend de legacy, mais dans tous les cas, il y a, il y a, il y a une hybridité de la stack qui est que cloud et Mm. on-premise, les deux cohabiteront. On passait du tout on-premise à du cloud. Maintenant, il y a quand même un retour sur certains applicatifs du cloud vers l'on-premise. Mais je crois que c'est 130 le nombre de SaaS moyens consommés dans une entreprise. Donc, Mm. l'entreprise consomme du cloud soit par ses fournisseurs, soit en interne. Après, Mm. ce sera mieux de poser cette question à des DSI pour savoir la réponse, hein, mais c'est pas des trucs nouveaux pour eux, hein. Ouais, non. Bah, c'était justement quand je parlais justement des tendances, je me disais, est-ce qu'on est tous passés au cloud? Est-ce que maintenant on a d'autres questions à se poser en tant que DSI? Euh, bah, voilà. Donc, merci pour cette réponse. Je pense qu'on arrive à la fin de notre interview et je voulais te poser des questions. Est-ce que tu as un dernier conseil ou une pensée à partager avec nos auditeurs qui aspirent à devenir des leaders en gestion de projet, des DSI, voilà, ce qui te vient DSI, après. PMO, c'est Ouais. ça? Oui, ouais, ce qui te vient là à la fin de cet échange qu'on a eu avec tous les sujets qu'on a abordés. Bah, si tu veux être heureux en chef de projet, il va falloir que tu te améliores en communication et en capacité de leadership pour embarquer les gens. Que si tu restes focalisé sur ta gestion de tâches et de ta capacité à exécuter un projet, tu as perdu 50% de la réussite de ton projet. Parce que ça fonctionnait quand tu étais sur un silo avec des parties dépendantes centrées sur ton équipe, hein. Et aujourd'hui, c'est malheureusement de moins en moins le cas. Donc, ta capacité à embarquer les gens, et c'est deux façons d'être qui sont un peu différentes. Le côté, je sais gérer, être carré, rigoureux, Mm. bien détailler tout ce que je fais. Ça, c'est une façon d'être. Et il y a une autre façon d'être qui est embarquer les gens, communiquer, leur permettre de prendre les bonnes décisions. C'est une autre façon d'être. Et maintenant, il faut être au milieu de deux. Ben, merci. Communication et leadership, c'est aussi un peu mon motto dans ce podcast. Et je pense que beaucoup, beaucoup l'ont exprimé d'invités. Si j'ai une conclusion aussi de la saison avec tous mes invités, c'est effectivement ça. C'est bien d'être technique, c'est bien d'être, comme tu dis, gestionnaire, bien gérer les tâches, le planning, mais embarquer les gens, aider à la décision. Tu as parlé de parties prenantes au début, on n'a pas trop creusé le sujet, mais c'est vraiment savoir comment communiquer avec chaque partie prenante pour que ton projet soit une réussite. Ou ton projet de transformation quand tu es un DSI. Donc, je pense que ça s'applique à plusieurs niveaux. Merci pour cet insight, Bertrand. Merci d'avoir participé aujourd'hui à Projetez-vous. Avec grand plaisir. C'était cool. N'hésitez pas à me contacter si besoin sur mon LinkedIn ou autre. Je réponds. Je suis accessible. Pas de problème. Ben, je vais mettre tous les liens sur ton LinkedIn pour ceux aussi qui sont intéressés par la solution AirSAS, pour le podcast CIO Revolution. Et si tu as d'autres ressources à partager, ce sera avec grand plaisir. Trop bien. Eh bien, écoute, je t'envoie ça si j'y pense. Pas de problème. Eh bien, merci encore Bertrand et merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je mettrai en description de l'épisode justement les liens pour écouter le podcast et connaître mieux Ersas ou Bertrand. N'oubliez pas de vous abonner et ne manquez pas la prochaine saison. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. Et j'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.